Il avait 39 ans, une chemise repassée de frais et un verre de champagne à la main quand il a dit ça. Devant tout le monde, devant ses amis, devant sa femme Aurélie, devant les collègues qu'il avait invités à cette fête que moi j'avais payée, le traiteur, le gâteau commandé chez le meilleur pâtissier du quartier, les bouteilles de Bordeaux soigneusement choisies. C'était dans le salon de son appartement du 15e arrondissement, un samedi de novembre, et la pluie cognait doucement contre les fenêtres. Je sentais le parfum des roses blanches que j'avais apportées moi-même et le fumet du canard à l'orange qui refroidissait dans la cuisine. Et lui, mon fils, Sébastien, a levé son verre et a dit, avec ce sourire qu'il réservait au moment où il cherchait à paraître détendu et drôle, « Ma mère est une bonne à rien. J'ai hâte qu'elle parte en maison de retraite. » Quelqu'un a ri nerveusement. Quelqu'un d'autre a regardé ailleurs. Aurélie, sa femme, a eu ce sourire crispé qu'elle avait quand elle ne savait pas quoi faire de son visage. Et moi, Geneviève Marchais, 67 ans, institutrice de l'école primaire publique pendant 38 ans, retraitée depuis 5 ans avec une pension de 1 900 € par mois, propriétaire de mon appartement depuis 26 ans. J'ai posé mon verre. Pas brusquement, doucement, avec le soin de quelqu'un qui décide quelque chose d'important. J'ai dit « Non, merci, j'ai ma propre maison. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'y entres plus jamais. » Il a ri, il a dit « Mais maman, c'était une blague. » Je lui ai souri. Pas un sourire chaud. Un sourire de quelqu'un qui a déjà tiré la porte derrière elle et qui sait qu'elle ne reviendra pas. J'ai pris mon manteau sur le fauteuil. J'ai récupéré mon sac. Et je suis partie sous la pluie de novembre, dans les rues mouillées du 15e, avec dans la poitrine quelque chose qui n'était pas de la tristesse. C'était de la clarté particulière de quelqu'un qui vient de comprendre, enfin, que les limites ne se mentionnent pas. Elles se montrent. Tu veux savoir ce qui se passe quand une femme de 67 ans décide qu'elle en a assez? Reste là, parce que ce que j'ai fait ensuite, personne dans cette salle ne l'avait vu venir. Pour comprendre où j'en étais ce soir-là, il faut revenir en arrière, pas très loin, juste assez pour voir comment on arrive à payer la fête d'anniversaire de quelqu'un qui vous méprise. Je m'appelle Geneviève Marchais. J'ai 67 ans et j'ai passé ma vie à travailler dans une école primaire du 18e arrondissement de Paris, entre Montmartre et la Goutte d'Or. 38 ans à entrer dans ma classe à 7h45, à sentir le crayon et le papier frais du matin, à apprendre à lire à des enfants qui n'avaient souvent personne d'autre pour le faire. J'ai cotisé mes 160 trimestres. J'ai ma retraite de l'Éducation nationale. Je suis couverte par la sécurité sociale et ma mutuelle de fonctionnaire. Et j'ai un appartement de 62 mètres carrés dans le 19e arrondissement, rue de Crimée, que j'ai acheté en 1997 pour 82 000 €, et qui vaut aujourd'hui près de 360 000 € selon le dernier relevé du marché immobilier. Cet appartement, c'est 30 ans de ma vie. Le soir où j'ai signé chez le notaire, mon mari Roger pleurait. Pas de tristesse, de soulagement. On avait mis de côté pendant 11 ans pour cet apport. On mangeait du poulet le dimanche et des pâtes le mardi. On partait en vacances en Bretagne, chez ma sœur Monique, parce que ça ne coûtait que le train. On n'est jamais allé aux Antilles. On n'a jamais eu de résidence secondaire. Mais on a eu cet appartement et il était à nous. Roger est mort en 2005. Infarctus, en mars, pendant qu'il lisait son journal dans le salon. Il avait 61 ans. J'en avais 46 et Sébastien en avait 19. Ce que j'ai fait après, je l'ai fait seul. Continuer à travailler, finir de payer le crédit, maintenir l'appartement, payer les études de Sébastien, 2 ans à l'IUT, puis une licence professionnelle en gestion à Lyon. Je lui envoyais 600 € par mois pendant 3 ans, en plus de sa bourse. 600 € sur un salaire de professeur des écoles, c'est presque un miracle de comptabilité domestique. Je ne lui ai jamais reproché. C'est un fils, c'est mon fils. Et pendant longtemps, j'ai cru que ça suffisait. Aurélie est entrée dans sa vie en 2015. Il m'a appelé un dimanche soir, avec cette voix qu'il avait quand il voulait paraître désinvolte et qu'il était en réalité très tendu. « Maman, j'ai quelqu'un. Elle s'appelle Aurélie. Je t'en dirai plus bientôt. » Il m'en a dit plus 6 mois après, lors d'un dîner chez moi. Elle est arrivée avec une bouteille de Côtes-du-Rhône et un sourire parfaitement calibré. Belle, soignée, les cheveux lissés, des ongles laqués d'un beige sophistiqué. Elle m'a dit « vous » en me regardant dans les yeux avec une politesse qui n'avait rien de chaleureux. Elle a complimenté mon appartement avec la précision de quelqu'un qui évalue un bien.
Joli parquet. Les fenêtres donnent sur quoi? Le couloir fait combien de mètres? J'ai servi ma blanquette de veau, le plat que je fais depuis que j'ai 30 ans, la recette de ma mère, avec un peu de crème fraîche d'Isigny à la fin. Aurélie en a pris une petite portion en disant qu'elle faisait attention. Sébastien m'a regardé avec un air qui disait « S'il te plaît, fais un effort », comme si c'est moi qui n'avais pas fait d'effort. Ce soir-là, en fermant la porte derrière eux, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas su nommer immédiatement. Maintenant, je sais ce que c'était. De la méfiance. Le genre de méfiance tranquille qu'on ressent quand quelqu'un parle de vos affaires avec une curiosité trop précise pour être innocente. Comment Aurélie est-elle devenue ce qu'elle est? Pas par hasard, pas par méchanceté spontanée. Le mal structuré a toujours une origine. Et connaître cette origine ne change rien à ce qu'on lui doit, mais explique pourquoi il est si efficace. Aurélie Fontaine avait grandi à Rouen, dans une famille de petite bourgeoisie provinciale, où les apparences passaient avant tout le reste. Son père, comptable dans un cabinet, avait la hantise du qu'en dira-t-on. Sa mère organisait des dîners parfaits, avec des nappes impeccables et une sourde violence derrière les portes fermées. Aurélie avait appris très tôt que l'amour se mérite par la performance, que la faiblesse est un défaut à cacher, et que ce qu'on montre vaut plus que ce qu'on est. Elle était arrivée à Paris à 22 ans avec sa licence de droit et une volonté de ne jamais retourner à Rouen. Elle avait choisi ses amis avec méthode, ses vêtements avec stratégie, ses relations avec calcul. Elle n'était pas froide, elle était précise. Elle avait un charme réel, une intelligence aiguë et un rapport à autrui entièrement construit sur l'utilité. Les gens qui ne lui servaient à rien n'existaient pas. Ceux qui avaient quelque chose qu'elle voulait devenaient des cibles d'investissement. Sébastien avait tout ce qu'elle cherchait, un statut en construction, des ambitions suffisantes pour être guidée, et une mère, moi, qui possédait un appartement dans Paris sans hypothèque et une retraite stable. Elle n'avait pas de plan sinistre dès le début. Elle avait juste des priorités très claires, et elle s'avançait vers elle avec la patience de quelqu'un qui a appris à ne jamais montrer où elle regardait vraiment. Je ne suis pas la première. Je l'ai su plus tard, bien plus tard, quand j'ai retrouvé Nadine, la mère du fiancé précédent d'Aurélie, une femme de Bordeaux que j'ai contactée après avoir creusé. Nadine m'a dit au téléphone, avec une voix lasse, elle a fait exactement pareil. Les dîners, les compliments calibrés, l'isolement progressif, et ensuite les documents. Elle cherchait un appartement. Elle cherche toujours un appartement. Ce que je ne savais pas encore ce soir de Blanquette de Veau en 2015, c'est qu'Aurélie Fontaine avait déjà commencé à travailler. Les 2 premières années avec Aurélie dans la vie de Sébastien ont été marquées par un phénomène que je n'ai reconnu que rétrospectivement. L'érosion. Pas une rupture, une érosion. Comme l'eau qui travaille la pierre, imperceptible jour après jour, visible seulement quand on regarde la forme qu'on avait avant. D'abord, les déjeuners du dimanche. J'avais ma habitude, tous les 3 semaines environ, Sébastien venait chez moi, rue de Crimée. Je préparais quelque chose de simple, un gigot, des pommes sarladaises, une tarte aux pommes achetée à la boulangerie du bas. On prenait le café, on parlait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. Progressivement, les déjeuners sont devenus moins fréquents, 1 fois par mois, puis toutes les 6 semaines. Il y avait toujours une raison. Un week-end avec les amis d'Aurélie en Normandie, un brunch qu'ils ne pouvaient pas annuler, une fatigue de fin de semaine. J'acceptais, je comprenais. Les jeunes couples ont une vie sociale dense. Je le savais depuis mes années de jeune institutrice, moi aussi j'avais eu des priorités. Ce que je ne voyais pas encore, c'est qu'Aurélie remplaçait méthodiquement chaque point de contact entre Sébastien et moi par quelque chose qui l'impliquait, elle. Les rares fois où il venait seul chez moi, il repartait après 1 heure avec un air coupable, comme s'il devait justifier d'avoir passé du temps avec sa mère. Une fois, il m'a dit, presque gêné, « Aurélie n'aime pas que je reste trop longtemps, elle dit qu'après je suis distrait. » J'ai souri, j'ai dit « bien sûr » et j'ai noté. Ensuite, les questions. Aurélie avait commencé à poser des questions sur mes finances avec une délicatesse chirurgicale. Jamais directement. Toujours intégrée dans une conversation. « Tu as pensé à réviser ta mutuelle, Geneviève ? À ton âge, les cotisations augmentent vite. Et votre appartement, vous l'avez acheté à quel prix à l'époque? Vous avez fait estimer récemment? Il y a des dispositifs intéressants pour les seniors propriétaires, vous savez, la vente en viager, le prêt viager hypothécaire. Je m'en souviens avec précision. On était en septembre 2017, dans un café du 11e arrondissement,
et elle buvait un café crème en me parlant de ma propre mort avec le ton de quelqu'un qui discute de la météo. En 2018, Sébastien et Aurélie se sont mariés. Petite cérémonie à la mairie du 15e, dîner dans un restaurant de la rue du Commerce. J'ai payé une partie du repas, 3 200 €, parce que Sébastien me l'avait demandé avec cette voix qui ressemblait à celle de son père quand il était mal à l'aise. J'ai payé. J'ai mis ma plus belle robe, le tailleur bleu marine que je garde pour les occasions. J'ai souri à tout le monde. Aurélie ne m'a pas regardé une seule fois ce jour-là, avec ce qu'on pourrait appeler de la chaleur. En 2019, ils ont eu Emma, ma petite fille. Quand je suis arrivée à la maternité, Aurélie dormait et Sébastien m'a mis Emma dans les bras. 2,9 kg, les yeux mi-clos, une odeur de lait et de peau propre qui est universelle et bouleversante. J'ai pleuré, bien sûr. Je me suis dit que tout allait changer, qu'une petite fille crée des liens, que j'avais eu tort d'être méfiante. J'avais tort d'avoir eu tort. Les visites à Emma sont devenues des négociations. Aurélie fixait les horaires. Je venais quand elle décidait que je venais. Si j'appelais en dehors du créneau prévu, Sébastien ne répondait pas, ou répondait en murmurant que ce n'était pas le bon moment. Une fois, j'avais apporté un livre illustré pour Emma, les albums du Père Castor, ceux que je donnais à mes élèves depuis 30 ans. Aurélie a dit, avec ce sourire, « C'est mignon, mais on préfère les livres en anglais, pour la stimulation bilingue. » Elle avait 32 ans, et elle m'expliquait comment stimuler un enfant. Et Sébastien regardait ailleurs. C'est en 2020, pendant le premier confinement, que j'ai compris que quelque chose de plus grave se préparait. Sébastien m'a appelé un mardi matin avec la voix qu'il avait quand il portait un message d'Aurélie sans le dire. Il m'a dit « Maman, on pensait que tu pourrais peut-être nous donner une procuration pour gérer tes affaires courantes, au cas où. Avec ton âge, le Covid, les risques. » J'ai dit « Une procuration pourquoi ?» Il a dit « Pour pouvoir accéder à ton compte si tu tombes malade. Et pour les décisions sur l'appartement, si jamais il y a besoin d'agir vite. » J'avais 65 ans. J'étais en excellente santé. Je faisais mes courses seule. Je lisais sans lunettes. Je marchais 40 minutes par jour le long du canal. Et mon fils, guidé par sa femme, me demandait de lui confier le contrôle de ma vie financière et de mon appartement. J'ai dit « Je vais réfléchir ». J'ai raccroché. Je me suis assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre qui donne sur la cour intérieure de l'immeuble, et j'ai regardé le marronnier que le syndic avait taillé en mars. Et j'ai pensé avec une clarté absolue, ils veulent mon appartement, pas la procuration. L'appartement. La procuration est l'outil. L'appartement est l'objectif. Ce soir-là, j'ai appelé mon frère Bernard, qui vit à Lyon depuis 40 ans. Il était 9 heures du soir. J'entendais le bruit de la Saône dans le silence de sa maison de la Croix-Rousse. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit « Geneviève, écoute-moi, ne signe rien, et appelle un notaire demain matin. » J'ai appelé Maître Girardot le lendemain. C'est le notaire qui avait fait l'acte d'achat de mon appartement en 1997. Je l'avais revu pour le testament que j'avais rédigé après la mort de Roger. Il m'a reçu dans son étude de la rue de Rivoli. L'odeur de papier ancien et de cire qu'il y a dans tous les cabinets notariaux sérieux. L'horloge qui tic-tac sur le buffet. Je lui ai expliqué la situation en 20 minutes. Il a noté. Il a dit « Vous avez bien fait de ne pas signer. Une procuration générale sur un bien immobilier, ça donne des droits quasi illimités sur ce bien. » Ensuite, il a sorti un bloc et m'a dit « Voulez-vous qu'on commence à mettre en ordre votre dossier patrimonial ?» C'est ce jour-là que j'ai commencé à me préparer. Pas pour fuir, pour frapper juste, au moment précis. Ce que j'ai fait ces années-là, personne ne l'a vu. Sébastien ne l'a pas vu. Aurélie ne l'a pas vu. Je souriais au repas de famille quand il y en avait encore. Je lisais mes livres. Je faisais mes courses au marché de la Villette le mardi matin. Les fromages du monsieur de l'Aveyron, le comté affiné que je prenais depuis 10 ans. Je semblais une vieille dame tranquille qui vieillissait doucement en attendant qu'on lui dise quoi faire. En réalité, j'archivais tout. J'avais commencé un cahier, un simple cahier d'écolier, à spirale, bleu foncé. À chaque conversation significative avec Sébastien ou Aurélie, j'y notais la date, les mots exacts, le contexte. J'ai photographié avec mon téléphone chaque document qu'on m'avait montré ou demandé de signer, même ceux que j'avais refusés. J'ai fait des copies de mes relevés de compte, de mon titre de propriété, du plan cadastral de l'appartement, de mon testament. Maître Girardot m'avait expliqué ce qu'était une donation entre vifs,
et pourquoi certaines personnes dans ma situation étaient convaincues d'en faire une, parfois sous pression morale progressive. Il m'avait expliqué l'action en réduction, qui permettait de contester une donation extorquée. Il m'avait expliqué ce que le code pénal français appelait abus de confiance, le fait de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui ont été remis à titre précaire. Il avait prononcé ça doucement, comme une information neutre, mais je savais qu'il me donnait un nom pour ce que je vivais. En 2021, j'ai consulté Maître Isabelle Lenormand, avocate spécialisée en droit de la famille à Paris, dont le cabinet se trouvait dans un immeuble haussmannien du 9e arrondissement, au 3e étage, avec des plafonds à 3 mètres et une vue sur les toits grisés de l'automne. Elle avait 45 ans, des lunettes à monture épaisse et une façon de vous écouter qui faisait qu'on avait envie de tout dire. Je lui ai tout dit, en 2 heures, avec mon cahier. Elle avait posé ses lunettes sur la table et m'avait regardé. Elle avait dit « Madame Marchais, vous êtes mieux préparée que la moitié de mes clients qui arrivent après que les dégâts sont faits. Maintenant, continuons à collecter et attendons qu'il fasse le prochain mouvement. » Le prochain mouvement, ce fut la fête d'anniversaire. Si j'y avais réfléchi plus tôt, j'aurais vu le schéma. On m'avait demandé de payer le traiteur. 2 400 € pour 30 personnes. Le pâtissier, 320 € pour le gâteau. Les vins, je les avais choisis moi-même au Nicolas du boulevard de Grenelle, un Bordeaux de qualité correcte pour ne pas paraître radine, 92 € de bouteille. J'étais la banque. Et au moment de trinquer, j'étais aussi le sujet du mauvais goût de la soirée. Ce samedi de novembre, sous la pluie qui battait les vitres du 15e, j'ai posé mon verre avec le soin d'une femme qui décide. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et je suis partie. Dans le taxi qui me ramenait rue de Crimée, je n'ai pas pleuré. J'ai regardé Paris défiler sous la pluie, les lumières mouillées du boulevard Voltaire, les façades sombres du 11e, le canal Saint-Martin que j'apercevais un instant avant de remonter vers le 19e. Et j'ai pensé, c'est maintenant. Le lendemain matin, un dimanche, je me suis levée à 7 heures. J'ai fait mon café allongé, je l'ai bu debout près de la fenêtre avec le bruit de la pluie qui continuait dehors. J'ai mangé une tartine de beurre et de confiture de figues que j'avais faite moi-même en septembre. Et j'ai appelé Isabelle Lenormand sur son portable en m'excusant de l'appeler un dimanche. Elle a dit « Ne vous excusez pas, racontez-moi ». Je lui ai raconté la soirée, le toast, les mots, ma réponse. Elle a dit « Bien, maintenant on passe à la phase suivante. Lundi matin, 9 heures, dans mon cabinet. » Mais avant cela, le dimanche après-midi, Sébastien a appelé. Il avait la voix qu'il avait quand il avait peur. Une voix légèrement plus haute, légèrement trop détendue. Il a dit « Maman, j'espère que tu n'as pas mal pris ma blague d'hier soir. Tu sais que je t'aime. » J'ai dit « Sébastien, ce que tu as dit devant 30 personnes après que j'ai payé ta fête n'est pas une blague. Une blague, ça fait rire les deux parties. Je n'ai pas ri. Il y a eu un silence. Puis j'ai entendu, en arrière-plan, la voix d'Aurélie qui disait quelque chose que je n'ai pas entendu distinctement. Il a dit « On peut se voir cette semaine. Pour en parler ?» J'ai dit « Je n'ai rien de plus à discuter avec toi pour l'instant. Bonne fin de semaine. » J'ai raccroché. J'ai pris mon manteau et je suis allé marcher le long du canal de l'Ourcq, dans le froid humide de novembre, avec dans la poitrine cette clarté que je commençais à reconnaître comme ma nouvelle boussole. Le lundi matin, dans le cabinet d'Isabelle Lenormand, nous avons travaillé pendant 3 heures. Elle avait relu mon dossier. Elle avait posé sur la table une liste de ce qui existait déjà comme preuve et une liste de ce qu'il nous manquait encore. Ce qui existait, mon cahier avec 2 ans et demi de notes datées, des captures d'écran de messages de Sébastien où il mentionnait les demandes d'Aurélie concernant l'appartement, un enregistrement, légal, fait sur mon propre téléphone durant une conversation où j'étais présente, d'une discussion où Aurélie m'expliquait les avantages du viager et la confirmation écrite de maître Girardot que j'avais refusé de signer toute procuration. Ce qui manquait, une preuve du pattern répété sur d'autres victimes et des informations sur l'éventuelle société qu'Aurélie avait en son nom propre, parce qu'Isabelle avait vérifié au registre du commerce et des sociétés et Aurélie Fontaine-Marchais était associée dans une SCI créée en 2019, quelques mois après la naissance d'Emma. Une SCI dont Sébastien était co-associé et dont je n'avais jamais entendu parler. Isabelle a dit « Cette SCI ne vous concerne peut-être pas directement, mais si un bien qui vous appartient ou des fonds issus de vous ont transité par cette structure, c'est une autre histoire. » Nous avons commencé à regarder.
Les semaines qui ont suivi ont eu la texture d'une vie ordinaire vue de l'extérieur et d'une enquête minutieuse vue de l'intérieur. J'allais à ma boulangerie le matin, la baguette tradition que je commande depuis 15 ans chez Monsieur Halimi, rue de Crimée, qui me connaît et me demande si j'ai passé une bonne semaine. Je faisais mon marché, je lisais, je prenais mon café chez Yvonne, mon amie de 40 ans, institutrice elle aussi, retraitée depuis 2 ans, qui habitait à Belleville et qui savait tout depuis le début. Avec Yvonne, je ne jouais pas un rôle. Je lui disais ce que je faisais et pourquoi. Elle m'écoutait avec cette attention patiente des femmes qui ont vu beaucoup de choses et qui savent que la prudence vaut mieux que la précipitation. Un mercredi après-midi, dans son salon qui sentait le thé à la bergamote et les livres anciens, elle m'a dit « Geneviève, tu as passé 38 ans à apprendre à des enfants à lire entre les lignes. Tu vas très bien te débrouiller. » Entre-temps, Nadine Bertrand m'avait rappelé. Elle avait réfléchi. Elle acceptait de rédiger une attestation, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, ce que le droit français accepte comme pièce civile, dans laquelle elle décrivait le comportement identique qu'Aurélie avait eu avec elle pendant sa relation avec son fils Antoine. Les questions sur le patrimoine dès le 3e mois de relation, les tentatives de faire signer une procuration à la belle-mère, l'isolement progressif d'Antoine de sa famille à Bordeaux, et finalement la rupture au moment où Nadine avait refusé de signer un quelconque document. Antoine lui-même avait consenti à un entretien avec Isabelle. Il avait dit « Elle ne m'a jamais aimé. Elle aimait ce qu'elle espérait obtenir. Quand ça n'a pas marché, elle est partie. » 3 semaines après la fête, Sébastien m'a envoyé un message. Court, inhabituellement bref pour quelqu'un qui avait l'habitude de me faire des textos de 10 lignes quand il voulait quelque chose. « Maman, Aurélie et moi, on voulait te proposer quelque chose d'important. Tu peux venir dîner samedi ?» J'ai répondu « Je ne suis pas disponible samedi. Si tu veux me parler, appelle-moi dans la semaine. » Il a appelé le mercredi soir. Il y avait de la musique en fond chez eux. Une playlist neutre et légèrement tendue. Sa voix était trop douce, trop précautionneuse. Il a dit « Maman, on a réfléchi, avec Aurélie. On se dit que l'appartement, pour toi seul, c'est peut-être trop grand à gérer. Et avec Emma qui grandit, on aurait besoin d'un peu plus d'espace. On pensait qu'on pourrait trouver quelque chose ensemble, une solution familiale. » J'ai dit « Quelle solution ?» Il a dit « On avait pensé à la SCI familiale. Tu apportes l'appartement, on le met dans la société. Et comme ça, tout le monde y a accès selon les besoins. C'est fiscalement intéressant. » Et j'ai dit « Non. » Il y a eu un silence. J'ai dit « L'appartement est à moi. Il n'ira nulle part. Et si Aurélie ou toi avez besoin d'espace, je vous suggère de trouver un appartement plus grand sur le marché, comme tout le monde. » Il a dit, et là j'ai senti la voix d'Aurélie dans ses mots, son vocabulaire, sa syntaxe. « Tu te rends compte que tu pourrais être seule pendant encore 20 ans ? Tu ne penses pas à ce qui se passera si ta santé baisse ? On veut juste t'aider. » J'ai dit « Sébastien, écoute-moi bien. Je ne suis pas une vieille dame confuse qui a besoin qu'on l'aide à gérer sa vie. J'ai toute ma tête, un notaire, une avocate et une très bonne idée de ce que vous voulez. Cette conversation est terminée. J'ai raccroché une 2e fois. J'ai pris mon cahier. J'ai noté la date, l'heure, 22h14, le mercredi 2 décembre. J'ai noté les mots. J'ai noté le ton. J'ai noté la mention de la SCI. Puis, j'ai appelé Isabelle et j'ai laissé un message. Ils viennent de mentionner la SCI directement. Appelez-moi demain matin. Si tu vis quelque chose de similaire, si tu reconnais dans cette histoire un schéma que tu as vécu ou que tu vois se dessiner autour de toi, reste là. Parce que ce qui se passe ensuite va te montrer comment on fait face, pas comment on endure. Appuie sur ce bouton like, abonne-toi à la chaîne. La suite de cette histoire est celle que personne ne t'a jamais racontée. Une femme qui n'a pas plié. Isabelle a obtenu les statuts de la SCI via le registre du commerce et des sociétés, document public, accessible à toute personne qui sait chercher. La SCI Marchais-Fontaine avait été créée en octobre 2019, un mois après la naissance d'Emma. Associé, Sébastien Marchais pour 49% des parts, Aurélie Fontaine-Marchais pour 50 et 1%. Gérante désignée, Aurélie Fontaine-Marchais. La structure était légale, mais son objet social était défini de façon très large. Acquisition, gestion et cession de tout bien immobilier. Et l'adresse de gestion de la SCI, pas leur appartement du 15e. Une domiciliation commerciale,
une société de domiciliation dans le 2e arrondissement. Ce détail seul indiquait quelque chose de soigneusement construit pour ne pas être visible. Isabelle a dit « La SCI elle-même n'est pas un crime. Mais si cette SCI a reçu des fonds dont vous êtes l'origine, même indirectement, ou si elle a été utilisée comme argument pour vous convaincre de transférer votre bien, on entre dans la zone d'abus de confiance. Et si des documents faux ont été préparés à votre nom, on est dans le faux et usage de faux, article 441.1 du Code pénal. Nous avons commandé une vérification des mouvements sur les comptes joints. Sébastien en avait un avec moi depuis des années, créé quand j'envoyais de l'argent pour ses études et jamais vraiment utilisé depuis, mais qui existait toujours. J'avais accès aux relevés. Isabelle m'a demandé de les imprimer tous depuis 1998. Quand je l'ai fait, 312 pages de relevés, elle a trouvé quelque chose que je n'avais pas vu. En mars 2020, au moment du premier confinement, un virement de 4 500 € avait quitté ce compte. Destinataire: SCI Marchais Fontaine. Je n'avais pas fait ce virement. Je ne l'avais pas autorisé. Et pourtant, il portait mon numéro de compte comme compte d'émission. Isabelle a dit, très calmement, « Voilà notre pièce principale. » Elle a ajouté, « On va déposer une plainte. Et avant ça, on va envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour révoquer tous les accès à votre compte conjoint et fermer ce compte. » J'ai signé les documents nécessaires ce jour-là. À 16h30, un huissier de justice du cabinet que Maître Lenormand recommandait, Maître Rouvier, de la rue du Faubourg Saint-Antoine, est venu constater officiellement chez moi l'état de mes documents, photographier les pages clés et certifier leur authenticité. Ça s'appelle un constat d'huissier, et en France, c'est une preuve recevable devant tout tribunal. Le lendemain, la caisse d'épargne où se trouvait le compte conjoint a reçu ma lettre recommandée. 3 jours plus tard, le compte était fermé. Sébastien a appelé le soir même où il a reçu la notification bancaire. Sa voix n'était plus douce. Elle était tendue, avec une urgence qu'il essayait de maîtriser. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai dit « J'ai fermé un compte qui m'appartient. C'est mon droit. » Il a dit « Mais les fonds qui… » J'ai dit « Quels fonds, Sébastien ?» Long silence. J'ai dit « On reparlera de ça dans le cadre approprié. Bonne soirée. » J'ai raccroché. Dans mon salon, la lumière de décembre entrait faiblement par les volets entr'ouverts. Je sentais le café que j'avais préparé 1 heure avant, toujours tiède sur la table basse. J'ai pris la tasse et j'ai regardé la cour intérieure, le marronnier sans feuilles, le silence de l'immeuble autour. Et j'ai pensé à Roger, à cette façon qu'il avait de dire, quand les choses allaient tout mal, « On gère, Geneviève. On a toujours géré. Oui, on gère. » Ce que je n'avais pas encore, c'était la preuve qu'Aurélie avait connu ce pattern avant. Nadine avait fourni son attestation. Antoine avait accepté de témoigner. Mais Isabelle voulait plus. Elle cherchait si Aurélie avait eu des pratiques similaires dans le cadre professionnel. Elle avait travaillé dans un cabinet d'avocats d'affaires au début de sa carrière, avant de s'installer comme consultante en gestion patrimoniale, ce qui était, en soi, une profession légale et courante en France. Mais la frontière entre conseil patrimonial et manipulation de clients vulnérables est parfois mince. Une collègue d'Aurélie de cette époque, que je appellerai seulement Marianne, a accepté de parler après qu'Isabelle lui a expliqué le contexte. Marianne a dit « Elle avait un talent particulier pour repérer les personnes âgées sans famille proche et les convaincre de restructurer leur patrimoine. Dans le cadre légal, ça s'appelle du conseil, mais certaines de ces restructurations les laissaient dans des situations bien moins solides qu'avant. Elle a quitté le cabinet après un avertissement de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une structure de surveillance financière. Rien de formel, pas de condamnation. Mais un départ précipité. Marianne m'a dit quelque chose que j'ai noté mot pour mot. Elle ne fait pas ça par méchanceté spontanée. Elle fait ça parce qu'elle croit que c'est comme ça que le monde fonctionne. Prendre avant qu'on vous prenne. Elle a appris ça très tôt et elle n'a jamais eu de raison de désapprendre. J'ai noté. J'ai remercié et j'ai intégré ça à ma compréhension d'Aurélie. Pas pour la plaindre, mais pour ne plus m'étonner. Elle n'était pas mystérieuse, elle était prévisible. Et la prévisibilité est une forme de vulnérabilité. Pendant ce temps, Sébastien avait commencé à agir de son côté. Il avait consulté un avocat, je l'ai su par mon beau-frère Charles, frère de Roger, qui connaissait quelqu'un dans le même cabinet. L'avocat de Sébastien lui avait apparemment dit quelque chose qu'il ne voulait pas entendre, que sa signature sur les statuts de la SCI
et sa co-association dans une structure qui avait reçu des fonds depuis mon compte sans mon autorisation le plaçait dans une position potentiellement compromettante. C'était en janvier. Il a envoyé un message, pas un appel, un message, qui disait « Maman, je voudrais qu'on se parle, sans Aurélie, s'il te plaît. » J'ai répondu « Contacte Maître Lenormand pour fixer un rendez-vous dans son cabinet. C'est le seul cadre dans lequel je suis prête à discuter de quoi que ce soit en ce moment. » Il n'a pas répondu dans la journée. Le lendemain, Aurélie a appelé directement sur mon fixe. J'avais un vieux téléphone fixe que je gardais par habitude. J'ai reconnu sa voix à la première seconde. Posée, trop posée. Elle a dit « Geneviève, je crois qu'il y a eu un malentendu sur beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut se retrouver pour en parler, juste toutes les deux ?» J'ai dit « Non ». Elle a dit « Je comprends que tu sois blessée, mais… » J'ai dit « Aurélie, cette conversation n'a pas lieu. Si tu as quelque chose à me dire, passe par mon avocate. Je te donne ses coordonnées, tu les as déjà. » J'ai raccroché. Dans les 3 semaines qui suivirent, Aurélie a essayé 3 fois de me joindre. Sur le fixe, sur mon portable, par un message via Sébastien. Chaque fois, même réponse. Maître Lenormand. Ce que je ne savais pas encore, et ce qu'Isabelle a découvert en faisant des vérifications plus poussées, c'est qu'Aurélie avait d'autres problèmes que les miens. Ses activités de conseil patrimonial avaient attiré l'attention de 2 autres clients âgés, dont les familles avaient contacté une association de défense des droits des personnes âgées basée à Paris. Rien n'était formalisé encore. Mais le nom d'Aurélie Fontaine-Marchais commençait à apparaître dans des contextes qui n'étaient tout pas favorables. Isabelle m'a dit un mardi matin, avec un sourire discret, « Madame Marchais, il semblerait que vous n'êtes pas la seule à vous être intéressée à ce dossier. Nous avons décidé d'agir. La plainte a été déposée le 22 février. Plainte pénale auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris pour abus de confiance selon l'article 314.1 du Code pénal et faux et usage de faux selon l'article 441.1 relativement au virement non autorisé de 4 500 € effectué depuis mon compte vers la SCI Marchais-Fontaine en mars 2020. Isabelle avait rédigé la plainte avec la précision d'un chirurgien. Chaque fait daté, chaque montant en euros, chaque document joint en annexe, numéroté de 1 à 27, le relevé de compte avec le virement suspect, l'extrait des statuts de la SCI, l'attestation de Nadine Bertrand, la déclaration d'Antoine, les notes de mon cahier, retranscrites et certifiées, le constat d'huissier de Maître Rouvier. En parallèle, Maître Girardot avait modifié mon testament chez le notaire. Sébastien n'était plus seul bénéficiaire. Une partie significative de ma succession était redirigée vers la fondation de l'école primaire du 18e arrondissement, où j'avais enseigné, la bibliothèque scolaire qui avait besoin de rénovation, et vers ma sœur Monique en Bretagne, qui m'avait accueilli tant d'été. Les modifications testamentaires sont parfaitement légales en France à tout moment, tant que le testateur est sain d'esprit. Maître Girardot avait fait noter au dossier que j'étais pleinement capable et lucide. Le 13 mars, Sébastien a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de Maître Lenormand. La lettre l'informait de l'existence de la plainte pénale, de ses implications potentielles en tant que co-associé de la SCI concernée et lui demandait de se présenter, avec son propre conseil, pour une réunion de conciliation préalable dans les 15 jours. Il m'a appelé 20 minutes après avoir signé l'avis de réception. Sa voix était méconnaissable, creuse, rapide, avec une panique qu'il ne maîtrisait plus. « Maman, c'est quoi cette lettre? Tu m'attaques en justice? Tu attaques ta propre famille ?» J'ai dit « Je demande des comptes pour 4 500 € qui ont quitté mon compte sans mon autorisation. C'est ça que je fais. Et ta femme devra répondre de ses actes devant le tribunal. » Il a dit « Mais j'ai signé les statuts sans vraiment lire. Aurélie m'a dit que c'était une formalité. » J'ai dit « Sébastien, écoute-moi, ça fait des années que tu signes des choses sans lire parce qu'Aurélie te dit que c'est des formalités. C'est ton problème maintenant, pas le mien. Prends un avocat et présente-toi à la réunion. » J'ai raccroché. Je suis allé dans la cuisine. J'ai préparé une tisane de verveine. J'en buvais depuis que j'avais 20 ans et un examen difficile à passer. L'odeur sucrée et légèrement anisée qui monte du bol chaud. J'ai regardé par la fenêtre le ciel de mars sur Paris. Un ciel blanc laiteux, ni beau ni laid, mais vif, vivant, et j'ai pensé, voilà, c'est fait. La réunion de conciliation a eu lieu le 29 mars dans le cabinet d'Isabelle, au 3e étage du haussmannien du 9e.
Sébastien était venu avec son avocate, une jeune femme du 16e arrondissement, sérieuse et nerveuse. Aurélie avait refusé de venir. Elle avait envoyé son propre avocat à la place, un homme d'une 50aine d'années, costume gris, qui essayait de paraître serein et n'y arrivait pas tout à fait. Isabelle a présenté les pièces dans l'ordre. Elle ne dramatisait pas. Elle ne haussait pas la voix. Elle posait simplement les documents sur la table les uns après les autres, avec leur numéro d'annexe, et elle expliquait ce qu'ils signifiaient. Pièce numéro 1, relevé de la caisse d'épargne, mars 2020, virement de 4 500 € vers la SCI Marchais Fontaine. Pièce numéro 2, confirmation de la banque que ce virement n'a été autorisé par aucun mandat, signé par Geneviève Marchais. Pièce numéro 3, statut de la SCI Marchais Fontaine, avec les noms des associés et la désignation de la gérante. Pièce numéro 4, attestation de Nadine Bertrand, décrivant un pattern identique observé lors de la relation de sa fille avec Aurélie Fontaine. Pièce numéro 5, relevé de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant un avertissement adressé au cabinet où Aurélie Fontaine travaillait en 2016, document public obtenu légalement. Pièce numéro 6, le cahier, les 2 ans et demi de notes, les dates, les demandes de procuration, les mentions de la SCI. La conversation du 2 décembre, retranscrite mot pour mot. L'avocat d'Aurélie a essayé de contester la valeur probante du cahier, un document privé, non certifié. Isabelle a souri et a posé sur la table le constat d'huissier de Maître Rouvier, qui certifiait l'authenticité et l'antériorité des documents. Elle a dit simplement « Les notes du cahier sont confirmées par les relevés bancaires, les messages écrits sur téléphone et les témoignages de tiers. Le cahier n'est qu'un fil. Les preuves sont les nœuds. » Il y a eu un long silence. L'avocate de Sébastien s'est penchée vers lui et lui a dit quelque chose à voix basse. Il avait les mains serrées sur ses genoux. Il regardait les documents sur la table, sans les voir vraiment. Puis il a levé les yeux vers moi. Il a dit « Maman, juste ça, maman. » Je l'ai regardé. J'ai pensé à l'enfant de 7 ans qui pleurait parce qu'il avait raté son premier contrôle de mathématiques et que j'avais passé la nuit avec lui sur les tables de multiplication. J'ai pensé à l'adolescent qui ramenait des mauvaises notes et qui croyait que ça le rendait moins aimable. J'ai pensé au jeune homme de 19 ans que j'avais regardé traverser le deuil de son père avec une maladresse désespérante et une douleur réelle. Et j'ai pensé à l'homme qui avait dit, devant 30 personnes, « Ma mère est une bonne à rien ». J'ai dit, avec le même calme que je mettais à corriger des copies un soir de novembre, « Je sais que tu regrettes. Mais les regrets n'effacent pas ce que tu as choisi de faire. Et tu as choisi, plusieurs fois, les yeux ouverts. Moi aussi j'ai choisi. Et mon choix, c'est d'avancer sans toi. » Il n'a pas répondu. L'avocat d'Aurélie a demandé une suspension de séance. Dans le couloir, on entendait des voix. Les 2 avocats qui parlaient à voix basse avec leurs clients respectifs. Isabelle m'a regardé et m'a dit, sans sourire ni triomphe, « Ça se passe bien. » Quand la réunion a repris, l'avocat d'Aurélie a proposé un règlement amiable. Restitution des 4 500 €, dissolution de la SCI et arrêt des procédures. Isabelle a dit qu'elle transmettrait la proposition à sa cliente. Elle m'a regardé. J'ai secoué la tête légèrement. Isabelle a dit « Ma cliente ne renonce pas à la plainte pénale. Le règlement amiable sur le plan civil est recevable pour les fonds, mais la procédure pénale suit son cours. » L'avocat d'Aurélie a pâli légèrement. Il avait compris. Nous sommes sortis du cabinet à 17h30, sous un ciel de mars qui commençait à se dégager. Isabelle m'a accompagné jusqu'au trottoir. Elle a dit « Vous avez tenu. Maintenant, laissez la machine tourner. » J'ai pris le métro pour rentrer. Ligne 7 jusqu'à Stalingrad, puis le long du canal. Paris autour de moi, les gens fatigués de la fin de journée, les poussettes, les lycéens avec leurs sacs, la musique qui filtrait des écouteurs d'une fille en face de moi. Toute cette vie ordinaire est belle. J'en faisais partie. J'en avais toujours fait partie. Personne ne m'avait pris ça. Ce soir-là, j'ai préparé un gratin dauphinois. Seul dans ma cuisine, avec le four qui chauffait, l'odeur du lait et de la crème qui commençait à monter, le bruit du couteau sur la planche à découper. Et j'ai mangé seul, à ma table, avec mon livre ouvert à côté de l'assiette. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Dans les semaines qui ont suivi la réunion de conciliation, la vie d'Aurélie a commencé à se décomposer par les bords, comme une aquarelle qu'on laisse dans l'humidité et qui perd ses contours. La plainte pénale avait déclenché une vérification préliminaire par les services du procureur.
Quand le mot plainte pour abus de confiance commence à circuler dans un milieu professionnel, surtout dans le secteur du conseil patrimonial, les clients s'évaporent avec une rapidité remarquable. 2 de ses clients actuels avaient demandé la restitution de leur dossier sans explication. Un 3e avait contacté l'Association de défense des droits des personnes âgées que j'avais moi-même consultée en 2020, et cette association avait consolidé les informations provenant de plusieurs sources, dont la mienne. L'appartement du 15e, leur appartement, en location, 2 100 € par mois, posait maintenant problème. Sébastien avait appris par son avocate que sa co-association dans la SCI Marchais Fontaine créait une solidarité potentielle sur les dettes de cette structure. La SCI avait des engagements en cours, notamment une dette auprès d'un cabinet d'expertise comptable de 3 800 €, non réglée depuis 9 mois. L'avocate lui avait dit clairement « Tu dois sortir de cette SCI au plus vite ». Pour sortir, il fallait liquider. Pour liquider, il fallait l'accord de la gérante. Et la gérante, Aurélie, refusait. J'ai appris tout ça via Isabelle, qui recevait les informations du conseil adverse dans le cadre des échanges de procédures. Elle me les transmettait avec la régularité d'un bulletin météo quotidien. Et chaque fois, il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction professionnelle. Ce qui se passait entre Sébastien et Aurélie, je ne l'ai vu que par fragments. Parce que Sébastien disait à son avocate, parce que Bernard à Lyon avait appris via des connaissances communes, par un message que ma voisine Francine, qui avait toujours su reconnaître les situations humaines avec ce talent des femmes qui ont élevé plusieurs enfants dans des immeubles anciens où les murs sont fins, m'avait dit un matin dans l'ascenseur « Votre fils a appelé 2 fois la semaine dernière. Il cherchait si je savais comment vous joindre autrement que par téléphone. Il avait l'air un peu perdu. J'ai dit « Merci, Francine. Je sais. » Elle m'a regardé avec le respect particulier des gens qui reconnaissent quelqu'un qui sait ce qu'il fait. En mai, Sébastien est allé voir Bernard à Lyon. Mon frère m'a appelé le soir même. Il m'a dit « Geneviève, il est venu. Il voulait parler. » Je lui ai dit que la meilleure chose qu'il pouvait faire, c'était de parler à son avocate et de te laisser tranquille. Il a pleuré. J'ai dit « Tant mieux qu'il pleure. Ça signifie qu'il commence à comprendre. » Bernard a dit « Tu n'as pas de regrets ?» J'ai dit « Des regrets de quoi? D'avoir défendu ce qui m'appartient? Non. D'avoir un fils qui a choisi sa femme contre sa mère pendant des années? Non plus. Les regrets, c'est pour les décisions qu'on aurait pu ne pas prendre. Il a pris les siennes. Ce que je n'ai appris que bien plus tard, en juillet, par l'avocate de Sébastien qui avait contacté Isabelle pour discuter des conditions d'un arrangement, c'est qu'Aurélie lui avait dit, à un moment du printemps où tout s'effondrait autour d'eux, « Tu n'aurais pas dû te mettre contre moi pour ta mère. C'est toi qui as tout compliqué. » Il avait répondu, « Je me suis mis contre personne. J'ai juste fait ce que tu m'as dit de faire sans poser de questions. » Elle avait dit, « Et maintenant, on est dans cette situation à cause de toi. » C'est Sébastien lui-même qui avait raconté ça à son avocate. Et son avocate l'avait transmis dans le cadre de la procédure comme élément de contexte sur la relation entre les 2 époux. Sébastien commençait à mesurer, trop tard mais commençait, dans quelle mécanique il s'était laissé enfermer. La même mécanique que celle qu'on m'avait appliquée à moi. Le même sentiment d'être l'instrument d'une décision qu'on n'a pas vraiment prise. Je ne l'ai pas appelé pour lui dire « je te l'avais dit ». Ce serait vulgaire et surtout inutile. En juin, la Direction générale des finances publiques, le fisc français, avait ouvert une vérification sur la SCI Marchais Fontaine, suite à des incohérences dans les déclarations de revenus de la structure par rapport aux flux bancaires réels. Ces vérifications prennent du temps, mais elles sont méthodiques et sans pitié quand elles trouvent quelque chose. Isabelle m'a dit, pour l'instant, c'est une vérification préliminaire, mais ça va continuer. Aurélie avait réduit sa visibilité sociale. Son compte professionnel en ligne avait été désactivé. Ses posts sur les réseaux sociaux avaient cessé. Des amis communs, des gens que Sébastien et elle voyaient depuis leur mariage, avaient commencé à prendre des distances. Dans le pari des réseaux professionnels, une plainte pénale pour abus de confiance est une information qui circule. Le tribunal judiciaire de Paris avait accepté la plainte et l'avait transmise au juge d'instruction. La procédure était lancée. Elle prendrait du temps. La justice française ne se précipite jamais, mais elle était lancée et personne ne pouvait l'arrêter. En septembre, l'instruction judiciaire avait produit ses premières conclusions préliminaires. Le juge d'instruction avait convoqué Aurélie pour un premier interrogatoire.
Elle avait comparu avec son avocat, avait répondu à quelques questions, refusé de répondre à d'autres, en invoquant son droit au silence. Ce qui était son droit. Mais les pièces que nous avions déposées parlaient moins pour elles-mêmes. La SCI avait été dissolue. Sébastien avait obtenu son accord de sortie en échange d'une reconnaissance de dette envers la structure pour sa part des engagements. Ce n'était pas une bonne situation pour lui, mais c'était la moins mauvaise accessible. L'appartement du 15e, celui qu'il louait, avait été quitté en août. Ils s'étaient séparés. Aurélie avait pris Emma et s'était installée dans un 2 pièces à Montreuil. Sébastien avait sous-loué une chambre chez un ami du 11e. Les 4 500 € avaient été restitués sur mon compte par virement bancaire le 22 septembre, suite à l'accord civil. Isabelle m'a envoyé un message. Virement reçu confirmé. La procédure pénale continue indépendamment. J'ai lu le message, j'ai dit merci en réponse, et j'ai continué à préparer mon dîner. En octobre, j'ai reçu la condamnation de première instance. Aurélie Fontaine-Marchais, reconnue coupable d'abus de confiance selon l'article 314-1 du Code pénal, condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 € et à la restitution intégrale des sommes détournées, soit 4 500 €, déjà réglées. Inscription au casier judiciaire, mention au B2 qui sera visible par tout employeur qui demande un extrait. Toute activité de conseil patrimonial lui était désormais interdite pendant 5 ans, suite à la décision du tribunal professionnel compétent. Le jugement avait également noté, dans ses attendus, que le comportement d'Aurélie Fontaine-Marchais s'inscrivait dans un pattern répété, documenté par les témoignages de Nadine Bertrand et d'Antoine Bertrand, et par les éléments issus du dossier de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le soir de la décision, j'ai ouvert une bouteille de Gewürztraminer d'Alsace que j'avais gardée pour une occasion que je n'avais pas encore précisément définie. Je me suis versé un verre. Je l'ai bu seul, dans mon salon, avec la lumière douce de la lampe de lecture et le bruit lointain de Paris par la fenêtre entr'ouverte. Le vin sentait la rose et le litchi. C'était très bon. Je ne suis pas fille à danser sur les ruines des autres. Mais j'ai bu ce verre avec une paix que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Et la vie, ma vie, a continué à s'étendre. Je vis maintenant dans mon appartement de la rue de Crimée, 62 mètres carrés, que j'ai payé seul et qui m'appartiennent entièrement. J'ai fait repeindre le salon en vert de gris, une couleur que j'avais envie de mettre depuis 10 ans et que Roger trouvait trop sombre. Roger avait peut-être raison, mais je l'aime. Le matin, la lumière entre par les fenêtres et fait des reflets sur le parquet que j'ai fait poncer et huiler au printemps. Je me lève à 7 heures. Je fais mon café allongé dans la cafetière italienne, pas de capsule, du café moulu que j'achète chez l'épicier algérien de la rue de Meaux, un mélange de Robusta et d'Arabica qui sent fort et bon. Je mange mon tartine avec du beurre salé de Guérande et de la confiture d'abricot que j'ai faite moi-même en juillet avec des fruits achetés au marché de la Villette. Je lis mon journal, Le Monde ou, le week-end, Le Canard enchaîné que je lis depuis que j'ai 30 ans. Le mardi et le vendredi matin, je vais au marché. Je reprends mes habitudes avec le fromager de l'Aveyron, un comté 24 mois, parfois un roquefort pour les salades, avec le maraîcher qui vient de Seine-et-Marne et qui a des tomates qui sentent vraiment quelque chose. J'ai retrouvé Madame Okonkwo, qui vend des épices et des herbes séchées et avec qui j'ai parlé pendant des années, avant qu'Aurélie, progressivement, me fasse réduire mes sorties. Elle m'a dit, la première fois que je l'ai revue, « Ça fait longtemps, Madame Marchais. On vous avait perdu. » J'ai dit, « Je suis revenue. » Le jeudi soir, j'ai rejoint une association de randonnée du 19e arrondissement qui marche tous les dimanches matins. Le canal de l'Ourcq, les collines de Belleville, parfois le bois de Vincennes ou les berges de la Marne. Ce sont des gens de tous âges, certains retraités comme moi, d'autres qui viennent du travail pour respirer. J'ai retrouvé dans ce groupe une qualité de présence que j'avais oubliée, celle des gens qui sont là parce qu'ils veulent être là, et pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose de vous. Il y a Gilles, 63 ans, ancien kinésithérapeute, divorcé depuis longtemps, qui connaît les noms des plantes sauvages et qui peut marcher pendant 4 heures en parlant de botanique sans jamais répéter la même chose. Et il y a Fatima, 58 ans, professeur de mathématiques, qui rit fort et qui apporte toujours du pain d'épices pour la pause du milieu de matinée. Et il y a d'autres gens, d'autres présences, d'autres conversations qui n'ont rien à voir avec les appartements, les procurations ou les successions.
En janvier, je suis allée en Bretagne chez Monique pour la première fois depuis 7 ans. 7 ans que je n'y étais pas allée parce qu'Aurélie avait toujours eu quelque chose à objecter. Trop loin, trop long, un week-end déjà prévu, une contrainte avec Emma, et moi j'avais accepté parce que j'avais cru que ça faciliterait les choses. Ça n'avait rien facilité. Monique habite Quimper, dans une maison avec un jardin qui donne sur la Steyr. Elle avait préparé une cotrillade, le ragoût de poisson breton que sa mère faisait autrefois, et on avait mangé ensemble, toutes les deux, avec un muscadet bien frais, à parler jusqu'à minuit passé. Elle avait les yeux brillants d'une femme qui a retrouvé sa sœur après une absence trop longue. Et moi, j'avais les mêmes. Elle m'a dit « Tu aurais dû partir avant ». J'ai dit « Je suis partie quand j'étais prête ». Elle m'a dit « Tu aurais pu être prête avant ». J'ai réfléchi, puis j'ai dit « Non, je ne crois pas. Il fallait que j'aie tout. Il fallait que je sois sûre. » Et je l'étais. En mars, 1 an après la réunion dans le cabinet d'Isabelle, j'ai commencé un cours de peinture à l'aquarelle dans un atelier du 20e arrondissement, tenu par une femme de 60 ans qui s'appelle Lydie, et qui a une façon de vous corriger qui ne vous fait jamais sentir mauvais, seulement meilleur. J'apprends à peindre des paysages. Je suis nulle pour l'instant. Je progresse. Sébastien m'a envoyé un message en février. Il disait « Je sais que tu ne veux pas me parler. Je comprends. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Vraiment. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je voulais le blesser, mais parce que je n'avais rien à répondre qui aurait fait avancer quoi que ce soit. Il est désolé. C'est peut-être vrai. Les gens se réveillent parfois, mais l'éveil de quelqu'un d'autre n'est pas une obligation que j'ai à gérer. Je ne lui ferme pas la porte avec colère. Je la tiens simplement fermée avec indifférence, tranquille. Ce n'est pas la même chose. Emma a 3 ans. Je pense à elle parfois, à cet enfant qui n'a rien choisi et qui grandira dans la situation que ses parents ont créée. Si elle veut me connaître un jour, quand elle sera grande, elle saura où me trouver. Je ne lui fermerai pas la porte. Mais je n'attendrai pas non plus devant cette porte. Je n'attends plus devant aucune porte. J'ai 68 ans aujourd'hui. 68 ans, et une vie qui est à moi d'une façon que je n'avais pas mesurée avant de risquer de la perdre. Mon appartement, mon quartier, mes marchés, mes amis, mes randonnées du dimanche, mes cours d'aquarelle, mes dîners avec Monique en Bretagne, mes livres, mon café allongé du matin, le bruit de Paris par la fenêtre ouverte au printemps. Je pense parfois à ce soir de novembre, sous la pluie du 15e, à ce verre posé avec soin, à ces mots dits sans élever la voix. Non, merci. J'ai ma propre maison. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'y entres plus jamais. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Et la clarté, contrairement à la colère, ne s'épuise pas. Elle s'affine avec le temps. Ce que j'ai appris, pas dans les livres, pas dans les salles de classe où j'ai passé ma vie professionnelle, mais dans les 2 ans de préparation silencieuse, dans les réunions avec Isabelle, dans les nuits où je relisais mon cahier avec l'impression de cartographier un territoire hostile. Ce que j'ai appris, c'est que la dignité n'est pas un sentiment. C'est une décision. Et comme toute décision, elle se prend, elle se maintient, elle se défend. J'ai appris aussi que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la familiarité utilisée comme excuse. Mon fils m'aimait peut-être qu'il m'aime encore d'une façon diffuse et mal dirigée. Mais il avait choisi, face à des décisions concrètes, de ne pas me respecter. Et à un certain moment, ce choix compte plus que le sentiment. J'ai appris que le système juridique français n'est pas parfait, mais qu'il existe, qu'il est accessible, et qu'une femme de 67 ans, avec un cahier bien tenu, un bon notaire et une avocate déterminée, peut s'en servir pour obtenir justice réelle. Pas justice symbolique. Justice documentée, chiffrée, prononcée par un tribunal. Et j'ai appris, peut-être le plus important, que reconstruire une vie n'a rien de mélancolique. C'est artisanal et précis, comme refaire la peinture d'un mur qu'on avait laissé se dégrader. Ça prend du temps. Ça sent bon quand c'est fait. Le marronnier dans la cour de mon immeuble a ses premières feuilles en ce moment. Je le regarde chaque matin. Il perd ses feuilles en novembre, il les reprend en avril, il ne se pose pas de questions entre les deux. Il fait son travail de marronnier avec une constance qui me plaît. Je fais mon travail de Geneviève Marchais avec la même constance. 68 ans, institutrice retraitée, propriétaire de son appartement, libre de ses mouvements, sans dette et sans dépendance. Debout dans sa cuisine le matin avec son café qui fume, son journal ouvert, la lumière de Paris sur son parquet vert de gris. Ce n'est pas une vie rêvée, c'est ma vie, et elle m'appartient.
Si cette histoire a résonné en toi, pas seulement touché, mais éveillé quelque chose, dis-le-moi dans les commentaires. D'où tu regardes cette vidéo? Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, la Bretagne, l'Alsace, la Normandie, la Belgique, la Suisse, le Québec? Je veux savoir qui est là. Et si tu connais quelqu'un, une mère, une grand-mère, une amie, qui vit en ce moment ce que Geneviève a vécu, dis-lui ceci. Elle n'est pas obligée d'endurer. Elle n'est pas obligée de pardonner pour se libérer. Les outils existent, les notaires, les avocates, les tribunaux judiciaires, les huissiers de justice, les associations de défense des droits. Le système français est là pour ceux qui savent le lire. Et on peut apprendre à le lire. La dignité ne se négocie pas, et il n'est jamais trop tard pour le décider. Si tu veux d'autres histoires comme celle-là, des histoires vraies, des femmes qui ont tenu, qui ont préparé, qui ont frappé juste, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche. Chaque semaine, une nouvelle histoire. Chaque histoire, une femme qui n'a pas cédé. Et laisse un like si tu penses comme moi, qu'être libre est plus important qu'être pardonné, et que parfois, la porte qu'on ferme pour de bon est la porte qui nous sauve. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oublie pas, tu as le droit d'exiger d'être traité comme tu mérites de l'être, à commencer par toi-même.